Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Saloon qui consacre aujourd'hui un débat à First Man, biopic sur l'astronaute Neil Armstrong. Vous savez, c'est le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune en juillet 69. On le sait, la conquête de l'espace nous fascine depuis la nuit des temps. Elle a largement fasciné le cinéma aussi et c'est le franco-américain Damien Chazelle, réalisateur des excellents Whiplash et La La Land, pour lequel il a remporté l'Oscar en 2017, qui s'empare de cette histoire qui a fait rêver le monde entier. Alors autant vous dire que nos attentes sont immense. On va vérifier tout de suite si elles ont été comblées avec nos critiques qui ont passé la porte du Saloon aujourd'hui. Bonjour Océane Vanna. Bonjour. Bienvenue dans le Saloon aussi à Florian Pouplin. Salut Florian. Salut, bonjour. Si vous êtes prêts à vous envoler dans l'espace avec moi, avec nous, on y va. Le Saloon sur First Man, c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. De cet événement historique, First Man se centre sur l'humain en racontant la vie du pilote Neil Armstrong et plus particulièrement les 8 ans qui ont précédé son exploit, des entraînements difficiles aux tests ratés, en passant par les drames successifs et la perte douloureuse de sa fille. Après La La Land, Damien Chazelle retrouve l'acteur Ryan Gosling qui prête ses traits à l'astronaute, aux côtés de Claire Foy qui joue sa femme, Jason Clarke ou encore Kyle Chandler. First Man sort dans nos salles le 17 septembre. On en débat donc avec Océane et Florian. Océane, qu'attendais-tu, toi, de ce First Man ? T'avais des attentes particulières autour de ce film ou pas ? Moi, j'ai suivi Damien Chazelle dès le départ avec Whiplash. Et j'avais été vraiment impressionnée par ce film. J'avais trouvé le montage vraiment très intéressant, très dynamique, très rythmé. Et du coup, quand j'ai su qu'il faisait une comédie musicale, vu que c'est un domaine... que j'étudie, enfin voilà, qui me passionne beaucoup. J'avais énormément d'attentes pour La La Land, qui ont été un peu déçues au début, et après qui sont... plus je voyais ce film, plus j'étais impressionnée, plus je l'aimais. Et tu l'as revu et puis tu l'as donc, plus apprécié par la suite. C'est ça, j'ai vraiment appris à aimer ce film. Au début, c'était un peu compliqué. Mais faut peut-être qu'on en reparlera plus, je sais pas, c'est pas vraiment le sujet de cette discussion, mais voilà. Et puis, du coup, j'avais pas vraiment d'attente du film en particulier. Je me disais juste, j'adore ce que fait ce réalisateur. À chaque fois, je trouve qu'il crée des univers très immersifs. À chaque fois, je me laisse emballer, je me laisse prendre... Voilà, je trouve que c'est très fluide, c'est très, très beau, les images sont magnifiques. À chaque fois, je suis conquise. Donc, voilà. Immersif, c'est vraiment le mot, hein, je trouve. Autant dans la mise en scène que dans le propos du film. On s'immerge à la fois dans le vaisseau, en fait, qui va dans l'espace, dans cette fusée, et puis aussi dans la tête de cet homme. Toi, Florian, t'as pensé quoi de First Man ? Moi, je trouve pas forcément qu'on s'immerge dans la tête, dans la tête de Armstrong. C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai eu avec ce film. Mais je vais commencer par l'immersion technique et visuelle que j'ai aussi trouvé absolument incroyable. Je me suis plusieurs fois posé la question de comment et combien de doses de travail ça leur a demandé pour retrouver tous les éléments précis de comment ça s'était passé et de comment ils les ont reproduits surtout. Les vaisseaux, quand la fusée décolle, est-ce qu'il y a des effets spéciaux ? Je me suis posé la question plusieurs fois, à quel niveau est-ce qu'il y a des effets spéciaux là-dedans. Donc voilà, moi qui était pas très fan de ce réalisateur-là avant, là au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé qu'il avait plus une identité, plus un style que j'avais eu du mal à trouver avant, en dehors du style musical. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le premier film non musical qu'il fait. En même temps, il a que fait 3 films, donc on va pas non plus parler d'une... C'est ça, ouais. Voilà. C'est très jeune. Hein, mais donc moi, le truc qui m'a vraiment impressionné, c'est la technique. La technique de la caméra, des décors et du jeu aussi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bon.
Donc voilà, je crois que c'est le film de ce réalisateur-là que j'ai préféré sur les trois. D'accord. Mais ça veut pas dire que je l'ai pour autant beaucoup aimé. Ouais, on va venir un petit peu sur peut-être les réserves qu'on peut avoir sur le film, mais c'est vrai que sur cette mise en scène, on a la caméra qui est tout le temps en fait à l'intérieur du vaisseau. On a très peu de plans larges sur l'espace, sur les planètes, sur la Lune. On est vraiment à échelle humaine en fait. Alors il y en a quand même. Hein. Je rebondis juste, 3, mais ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est très proche d'eux. Il y a énormément de gros plans, énormément de shaky cam pour vraiment donner cette impression d'y être. À mon avis, quand t'es dans une navette, t'es pas stable. Mais les plans larges, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il en utilise peu, mais que dès qu'il les utilise, c'est très utile et ça te donne un recul monumental sur, en fait, c'est un homme, mais en fait, il est dans un vide énormissime. Oui, et puis à chaque fois, il y a ce contraste entre justement la technique qui finalement est très impressionnante, très précise, et ça justement, j'étais aussi impressionnée par la précision de tous ces boutons. Il y a vraiment on voit beaucoup les boutons qui touchent. Oui. Donc ça, il y a quand même une précision scientifique qui était assez incroyable à voir, mais et tout cet aspect en fait où on sent cette fragilité tout le temps constante, et ça, moi j'avais jamais senti ça avant dans un film qui parle comme ça de l'espace. Bon, on peut citer Gravity et tout ça, mais là c'était plus quelque chose de sensationnel et tout ça, mais là on est vraiment en effet à l'échelle humaine, et on se sent en danger. Je me sentais en danger dans ce petit espace qui craquait de partout, qui pouvait avoir un accident d'un moment à un autre. On n'est pas en fait dans le film de conquête spatiale qui fait du grand spectacle. Enfin, c'est vraiment l'impression que m'a donné ce film. On s'intéresse beaucoup plus à l'intime de ce héros en fait, qui est un héros finalement historique, puisque on pouvait s'attendre quand même à un film peut-être un peu plus spectaculaire, avec des ambitions visuelles beaucoup plus amples, etc., beaucoup plus de plans larges, d'effets spéciaux. Là, on a quelque chose de plus intimiste. De très sensible. Alors qu'on parle quand même d'un événement historique majeur. Je veux dire, le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui hyper fortement. Et il y a cette icône, en fait, de Neil Armstrong qui est très, très forte. Et racontez-nous peut-être comment il s'intéresse à ce personnage. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, sur cet homme-là et sur l'icône qui pouvait représenter, en fait, aux yeux de l'humanité. Alors, moi, personnellement, c'est d'ailleurs un des points faibles du film, c'est que Neil Armstrong est traité justement comme un héros américain, mais comme un héros américain mondial aussi. Mais ça, j'aimerais y revenir après, c'est-à-dire que les États-Unis sont le monde dans ce film. Et ça j'ai pas du tout été preneur de ça. T'as trouvé ça trop patriotique, en fait ? Oui, beaucoup trop. Mais dans un sens qui m'a gêné. Eastwood, il fait du patriotisme et ça marche très, très bien. Là, c'est pas le cas, mais j'en parlerai après. Là, je voulais revenir sur le concept entre la légende et l'humain. Ce film a été présenté comme nous allons vous montrer la face cachée de Neil Armstrong, cette icône historique de la conquête et du pays. On savait que Neil Armstrong était quelqu'un de très introverti. Donc même quand il était en vie, lui-même ne disait pas grand-chose. Et ça se voit dans le film. Mais du coup, il n'y a aucune réponse vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que Damien Chazelle ne va pas chercher ce qu'il aurait pu être. En même temps, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on ne le sait pas ? Tu vois, ça c'est aussi une question. Mais, on n'était pas là sur place, en fait. Bien sûr. Ça s'est inspiré d'un bouquin, si jamais. Oui. Non, mais il a quand même fait ses recherches au-delà du bouquin. C'est ça, voilà, ouais. Pour moi... Le côté humain, il y est pas. Pour moi, le personnage de Neil Armstrong dans ce film, c'est un héros, point barre, en fait. Il y a quelques petits indices qui veulent l'humaniser. La mort de sa fille, sa relation avec sa femme. Bien sûr. Mais tout ça ne viennent pas alimenter son côté humain, mais son côté héros, en gros. Parce que ça contraste... Je suis pas d'accord. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord avec moi. Bon, et je finis juste vite fait, attends. Et pour moi, en fait, il est désincarné, ce gars, en fait. Mais c'est le genre de personnage dont ce réalisateur parle depuis ses premiers films. Ces mecs qui vont aller au bout de leur truc. Oui, ça c'est vrai. Et qui, pour aller au bout de leur truc, ne pensent qu'à ça et ne font que ça, quitte à se déshumaniser. Et de toute façon, on sent que ça ne l'intéresse pas, en fait, le réalisateur. Ou l'écrivain, je sais pas, voilà. Que, tu vois, il veut montrer une figure et pas un personnage. Ouais, moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je pense, Océane, tu peux rebondir sur le fait que, moi je trouve au contraire qu'on sent
pas spécialement l'icône et le héros, qu'on sent beaucoup plus l'homme et la quête personnelle en fait. Tout le long du film, on te montre à quel point finalement le fait d'aller sur la Lune, pour lui, ça va être un but qui s'est fixé parce qu'il veut, réparer quelque chose, à savoir la mort de sa fille qui est morte très très jeune d'une tumeur au cerveau, il me semble. Et puis on sent tout le long du film que sa seule motivation en fait, c'est d'aller justement réparer cette douleur intime et profonde. Et je trouve que le film raconte beaucoup plus ça que l'iconisation et le héros en fait. Mais c'est ça. Pour moi, il y a 2 voyages qui se passent. Il y a le voyage spatial, physique qu'on voit et tout ça, et un voyage intérieur, intime, personnel. Et il y a plein d'images en plus vers la fin qui, je trouve, relient les deux et prouvent à quel point c'est quelque chose de beaucoup plus poétique que simplement un homme qui va sur la Lune. Et moi, je suis pas d'accord avec toi sur je trouvais que justement les autres films étaient peut-être un peu plus linéaires dans justement une sorte de quête d'un personnage, d'atteindre un niveau. Mais là, je trouvais que justement il y a un développement où on était avec un homme qui a une souffrance intérieure et ensuite qui va vers une forme de déshumanisation. Et même le film, au bout d'un moment, est presque plus avec les humains. On est tout le temps avec des machines. Au bout d'un moment, on perd un contact, avec les êtres chers et tout ça. Et je trouve que même vers la fin, ça tend toujours à ça, à cette, justement remettre en question cette part de déshumanisation que toi, tu as l'impression, qu'il n'y a eu que ça. Non, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui nous le rappelle beaucoup, c'est aussi les drames successifs, en fait, tous les tests qui marchent pas, et puis notamment ce drame affreux du test d'Apollo 9, il me semble, avec l'incendie, dans un test, et puis quatre personnages qui sont morts, et ce ne seront pas les seuls. On verra tout au long de ces 8 années. Et puis on a vraiment l'impression que je rebondis en fait sur plus il a des preuves en fait, Armstrong, et plus il se déshumanise parce qu'il n'arrive pas à gérer ça en fait. Déjà dès le tout début, il ne gère pas la mort de sa fille. Il le gère intérieurement, alors que le deuil c'est, tu vois, alors que sa femme qui est donc l'antithèse de lui puisque c'est elle qui va remettre, tu vois, s'occuper des choses vraies, terre à terre. Lui se déshumanise complètement et ça peut être compréhensible. Là n'est pas la question, c'est le fait de comment lui le montre en fait dans le film. En gros. Elle la femme, celle qui joue la femme de Neil Armstrong, Claire Foy, elle est excellente là-dedans, vraiment, et beaucoup plus que lui, je trouve. Peut-être on peut parler de l'interprétation de Ryan Gosling, mais juste ce petit mot sur Claire Foy, elle a peut-être pas assez de place en fait dans le récit. Sa femme, on s'intéresse finalement peut-être un peu trop, on met trop de lumière sur lui, alors que finalement Ryan Gosling a aussi ce jeu très intérieur où il montre très peu d'émotions, et finalement moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu posé problème. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de retrouver le Ryan Gosling qu'on a vu récemment dans Blade Runner, dans Drive, qui intériorise tout, qui a très peu d'émotions sur le visage, etc. Mais dans les autres films, je trouvais que ça marchait. Là, peut-être un petit peu moins, quoi. Je ressentais pas. J'avais du mal à imaginer ce personnage de Neil Armstrong. Je sais pas si vous avez pensé à la même chose. Je sais pas, j'ai un peu de peine avec Ryan Gosling, mais en même temps, je le préfère dans les rôles comiques. Je trouve qu'il a un sens du comique vraiment. Dans The Nice Guys, par exemple. Là, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que dans les rôles sérieux, j'ai plus de peine. Mais là, ça va. Parce qu'il a un côté, des fois aussi, un peu avec ses collègues, il a un côté un peu décontracté. Il y avait quand même pas mal de nuances dans le jeu. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que Claire Foy, c'est ça, sa femme, elle était vraiment très très juste. Mais moi je me pose la question, est-ce que c'est pas le personnage aussi, je reviens à ce qu'on disait avant, qui est aussi très qui est très plat dans le sens où vu qu'il est introverti, il montre aucune émotion. Ouais, bien sûr. Du coup, Gosling ne devait pas en montrer. Du coup, pour moi, ça fonctionne. Il joue le rôle de ce personnage. Après, on voit pas qu'il joue super bien, parce qu'il il joue pas genre Joker, tu vois. C'est un personnage où tu peux pas, à mon avis, trop montrer que tu joues bien. Mais moi, j'ai vraiment trouvé qu'il jouait bien. Que ça allait. Il y avait pas de problème. Et Claire Foy à côté a déjà plus de répondants entre guillemets, parce que elle, c'est le côté émotionnel de genre cette histoire. Donc on le voit plus. Mais pour moi, ils jouent tous les deux aussi bien. C'est juste 2 registres
opposés, différents et puis opposés. Ouais. Ah oui, t'as raison, on est aussi habitué à le voir dans des rôles où il est plutôt introverti et Drive, ça nous rappelle vite, ça accumule quoi. C'est pas pour rien, à mon avis, si des gens le reprennent pour faire ce genre de rôle. Parce que c'est comme tu dis, Blade Runner et puis Drive, c'est pareil. Hein. C'est le mec qui parle pas, qui est genre poker face tout le temps. Là aussi, franchement. C'est ça que je disais, voilà. Ouais. Donc il doit avoir un physique à appeler ça, je sais pas, mais voilà. Au-delà de tout ce que le film veut raconter sur l'homme, sur l'humain, sur ce drame intérieur, il y a quand même le contexte de la guerre froide aussi qui est assez présent, et puis où on sent en fait durant ces 8 ans la volonté de la NASA en fait de poursuivre cet objectif Lune pour finalement être en compétition avec la Russie qui est en train au début des années 60 de réussir tous leurs exercices et puis toute leur conquête spatiale, alors que la NASA réussit assez peu de choses. Il y a beaucoup de drames qui se passent. Il y a la société aussi qui remet en question petit à petit. On paye des taxes pour des gamins qui sont, c'est dit comme ça dans le film, hein, des gamins qui sont en train de jouer avec des vaisseaux pour essayer d'aller sur la Lune. À quoi ça nous sert alors qu'il y a peut-être un contexte aussi économique. Enfin, moi je trouve qu'on sentait quand même ça, et Damien Chazelle a pas trop appuyé là-dessus, et je trouve que c'est pour le bien du film en fait, parce qu'il y a quand même ce contexte en filigrane qui nous permet de resituer un contexte historique qui était très bien fait, et là je pense que c'est lié au scénario qui a vraiment cette fluidité là dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire raconter à la fois ce drame humain et cette intimité de personnage tout en posant un contexte historique assez fort. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé ça, l'idée qu'on était vraiment, on passait pas d'un sujet à un autre. Ça prenait pas trop de place, tout ce contexte historique, mais ça baignait là-dedans. Et ça, je trouvais que ça donnait un côté encore plus authentique, encore plus réaliste, parce que c'était toujours là. Il y a la télé qui est allumée, on voit la guerre, on voit que c'est des sous-entendus lorsqu'on parle entre équipes, entre collègues. C'est toujours là, mais c'est pas non plus un sujet en soi. Et puis même ça, en fait, comment il crée des contextes des Chazelle, je trouve c'est hyper intéressant, parce que c'est autant justement au niveau historique qu'au niveau sensoriel, où je trouve qu'il a une manière de tout le temps nous mettre dans un espace, que ce soit au niveau du travail du son, même les plans qu'il fait, on va voir des enfants jouer, on est toujours baigné dans un contexte autre, et du coup ça nous donne encore plus l'impression qu'on est avec le personnage, qu'on est dans son intériorité, et du coup c'est vrai que vu qu'on parlait du jeu, ça aide encore plus à entrer en connexion avec ce personnage qui parle pas beaucoup en fait. Il y a le scénario est signé pour l'anecdote Josh Singer qui avait scénarisé Spotlight, et puis Pentagon Papers, The Post de Spielberg sorti cette année. Donc il y a vraiment quelque chose d'hyper chirurgical, voilà, dans cette narration, quelque chose de très fluide qui fonctionne bien. Chirurgical et fluide, c'est pas la même chose. Moi, ce qui m'a gêné beaucoup, en tout cas, on sent que c'est lui qui l'a écrit, que c'est très chirurgical, fluide, je dirais pas. La mise en scène l'est, mais le scénario l'est un peu moins, moi j'ai trouvé. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un scénariste qui est vraiment bon, et que voilà. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que je suis pas vraiment d'accord avec vous, en fait, sur ce contexte, et c'est là que j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'ai trouvé que c'était le côté qui m'a gêné dans ce film, c'est que c'est un film d'homme blanc. Donc d'homme, parce qu'il n'y a pas de femme, où la femme est réduite à son côté émotionnel. Donc merci, ça fait 100 ans au cinéma qu'on nous en sert, des femmes émotionnelles. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais voilà. Il aurait pu amener un peu plus de genre nuance vis-à-vis d'elle, je trouvais. Et aussi de blanc, parce que on l'a vu notamment avec la polémique qu'il y avait eu avec le film Les Figures Cachées, Hidden Figures, sur les femmes noires à la NASA. On savait qu'il y avait des noirs et des femmes qui bossaient à la NASA. Je me suis posé la question, alors est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Vu que c'est un film qui a été très recherché au niveau décor, au niveau technique, je me suis posé la question, mais il n'y a que des blancs, il n'y a que des mecs, il n'y a aucun gay, on est dans une époque qui amène à se poser ce genre de questions, certes, mais je me suis quand même posé la question. Moi, ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'est dans le contexte, en fait. Pour moi, c'est un film qui fonctionne comme une bulle. Armstrong est toujours dans une bulle. On ne sort pas de soit la base, soit l'espace, soit l'agent microville où tu as 10 maisons où tous les astronautes vivent. Ils n'ont aucun contact avec le reste du monde.
Et Armstrong, en plus, parce qu'il est introverti, parce qu'il a un caractère comme ça, est dans une bulle tout le long du film. Les petites interventions à la télévision, qui sont intéressantes, mais enfin, je dirais pas que c'est un contexte, je dirais plutôt que ce sont des indices temporels, en fait. Le machin arrive ça là, et d'ailleurs, on ne le voit que du point de vue de la femme, puisque c'est elle qui s'occupe du monde, en fait. Enfin, tu vois, Armstrong, il vit pas avec l'humanité. Enfin, dans ce film, hein. En vrai, clairement. j'en ai aucune idée. Là, sûr. je parle du film, parce que voilà. Et moi, ce passage, il y a un passage qui m'a énormément gêné, parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il le met si son concept de film, c'est de montrer Armstrong dans une bulle. C'est ce qu'il fait, hein, c'est ce qu'il veut faire. Bien sûr. Il le fait de A à Z. Bien sûr. Et à un moment, tu as ce passage où ils vont donc à la Maison Blanche, et en parallèle, je crois que c'est pendant là, c'est intercoupé avec... il essaye de dire qu'il y a les civil rights aux États-Unis qui commencent à arriver, qu'il se passe des choses aux États-Unis, qu'on commence à dire que oui, les tests ont ce goût, on n'arrive pas à aller contre les Russes et tout, ça coûte des millions et des millions, voire des milliards. Et t'as ce fameux passage avec Kurt Vonnegut, qui est un écrivain de SF vraiment excellent, qui dit moi je préférais qu'on s'occupe de gens de New York parce que c'est crade et qu'il y a plein de gens pauvres plutôt qu'on envoie des gens à quoi ça sert en fait, à quoi ça sert. Et je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça là de manière très brève, enfin pas vraiment brève, mais il n'y a aucune continuité, et moi j'ai pris ça mal en fait. J'ai l'impression qu'il se foutait de la gueule de ces gens, parce que le message à la fin du film c'est aller dans l'espace c'est bien, parce que l'humain il veut toujours explorer, il veut toujours... Ok, mais pourquoi tu mets ça là alors, si t'en parles pas? Tu vois, pourquoi tu parles? Et t'as d'ailleurs ce super morceau de genre Jill Scott Heron, que je pense que tu connais. L'homme blanc va dans l'espace, mais moi j'ai pas à manger, etc. D'un coup, il nous donne un contexte fort, sans aucune raison comme ça, et donc du coup, moi j'ai pas réussi à analyser ou à comprendre pourquoi il faisait ça. Je l'ai mal pris, parce que pour moi c'est... vu qu'en contraste, on a cette morale qui dit que explorer c'est vachement bien, oui mais bon, pourquoi mettre ça qui dit le contraire sans aucune explication? Pour moi, il se fout de la gueule des gens en fait. Il se fout de la gueule de ça, et ça m'a pas du tout plu. Parce que soit t'en parles pas et tu fais ça, moi ça me dérange pas, mais si tu mets un truc clairement qui parle de ça avec des images d'archives, c'est que t'as un truc à dire. Et alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Enfin, moi ça m'a beaucoup... Enfin voilà, et ça rejoint des choses que je n'ai pas aimées dans ces films précédents, un espèce d'esprit de droite comme ça, qui m'a vraiment pas du tout plu. Voilà. D'accord. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, si vous avez tilté à ça. Absolument pas comme ça, non. Non, absolument bah, voilà, pas. Ouais. Toi, ça t'a un peu sorti du truc, quoi. Ça m'a pas sorti, mais je me suis dit, mais pourquoi il fait ça en fait? C'est vrai que c'est intéressant que, enfin, j'avais pas remarqué à quel point la forme changeait à ce moment-là. Oui. Et t'as raison, c'est vrai qu'on sort complètement de cette bulle. Voilà. Et en même temps, on y reste parce que nous aussi, on est tellement embarqués dans cette histoire de vaisseaux et de conquête de lune qu'on oublie complètement le contexte. Et ouais, puis c'est comme s'il y avait plein de petits trucs à côté de lui, et je reviens à ce que je disais au tout début sur cette figure de héros, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est important, c'est que la Lune, c'est que l'espace, c'est que Neil Armstrong, et que tout le reste, même les femmes et même les Noirs, on s'en bat les couilles en fait. Mais est-ce que je pourrais juste rebondir là-dessus? Je vais peut-être un petit peu loin, mais... Non, mais juste pour dire... Non, parce que je suis d'accord, et puis, enfin, forcément, la question de la représentation des femmes m'intéresse aussi, mais en vrai, je me demande si... j'ai pas envie de crier au scandale dans le sens où pour moi c'est une réalité du milieu en fait, et pour moi ça m'a pas dérangé dans le sens où je pense qu'en effet tous ils sont conditionnés, les hommes à faire ces trucs là, ils deviennent des machines, les femmes elles sont continuent leur rôle de femme dans la maison à attendre, et je trouve que moi j'étais quand même contente du rôle qu'elle avait, dans le sens où au bout d'un moment elle vient quand même râler, elle a quand même un petit moment et elle crée cette connexion comme tu disais au reste du monde. Et le truc, c'est que le film se base pas sur sa vie, elle. Donc, j'ai pas envie de crier au scandale dans le sens où, pour moi, elle s'intégrait bien. Évidemment que j'aurais adoré qu'elle ait plus de place, mais pour moi, le film parlait comme on a parlé avant, de ce voyage intérieur, de ce personnage-là, et qu'il a bien réussi à créer cet environnement de petites bulles. Et je pense que c'est vraiment plus une question de représenter l'état dans lequel c'était, plus que... Bien sûr.
Ouais, non, mais je suis Oui, je suis complètement d'accord. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Par contre, moi, la déception, la plus grosse déception que j'ai envers ce film, je pense, c'est sur sa dimension et sur l'ambition. C'est-à-dire que il y a quand même un aspect héroïque dont on a déjà parlé, que moi je l'ai pas trop ressenti, et la dimension aussi spectaculaire qui était assez absente. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné. Et notamment, ça passe en termes par la mise en scène, qui moi finalement m'a bloqué un petit peu dans ce montage où il y avait une découpe en fait hyper rêche avec des plans mais qui duraient à peine 1 seconde, 2 secondes, et j'avais l'impression d'avoir trop de découpes, et moi au bout d'un moment ça faisait retomber un petit peu ma tension et mon immersion à la fois dans l'espace et puis dans cette cabine confinée, parce que je trouve qu'il avait un petit peu trop d'effets de style, où justement avec la shaky cam qui voulait montrer que oh là là le vaisseau tremble, qu'on est dans l'espace, qu'il n'y a rien qui va, qu'on est dans la tête d'Armstrong, et puis que c'est flippant, quoi. Alors, à une certaine mesure, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, je trouvais qu'il y avait cette répétition-là qui fait que finalement, il loupe un petit peu son climax avec, quand même, on parle du premier pas sur la Lune. Moi, personnellement, ça me fait rêver, quoi. Et là, du coup, ça m'a pas assez vendu de rêve dans ce film. Et pourquoi ? Parce que tous ces effets de mise en scène-là, il les a cramés avant, dans les 2 premières conquêtes spatiales qu'on voit, dont le vaisseau, la mission Gemini, où justement il y a un problème, puis le vaisseau finalement... C'est vraiment la meilleure scène au niveau... C'est la meilleure scène. Tension, c'est vraiment la meilleure scène. En termes de tension. Et donc du coup, pour moi, après, ça a fini par retomber, où il y a... Ouais, puis elle est assez centrale, non, dans le film. Elle est au milieu. En plein milieu. Et du coup, moi, c'est retombé après, parce que entre ces scènes spatiales, finalement, j'avais pas assez de tension, j'avais une certaine forme de classicisme dans le traitement, qui finalement m'a un petit peu déçu, en fait, de la part de Chazelle, et notamment dans la forme, quoi, où vraiment je trouve que, au-delà de ces effets de style dans le cockpit, quand on est sur la Terre, il se passe pas grand-chose. Le scénario est très répétitif, mais je pense que ça devait être aussi basé sur leur vie. Ils devaient refaire tout le temps les mêmes choses, faire des tests, faire des missions. Puis c'était en dents de scie toujours. Et du coup, moi, je crois que c'est une réussite, en fait, que la fin, et c'est à mon avis fait exprès, que c'est anticlimatique, le truc sur la Lune. En fait, c'est un truc qui a tellement été couvert par la presse, par la télévision, par plein de documentaires, qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus sur ce moment où, en fait, c'est juste un mec qui fait un pas. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, non, bien sûr. Qu'on a tous vu, quoi. Et comme tu disais avant, le voyage pour arriver à ce point-là est beaucoup plus intéressant. Et à la fin, surtout que dès le début du film, on sait ce qui va se passer à la fin. À la limite, le truc un peu intéressant, c'est quand il... no spoil, mais quand il... Hop, voilà. Ouais. Voilà, mais et encore, faudra se l'imaginer chez vous, voilà. Quand même, quand il hop, voilà, c'est il la fait un moment, il fait hop, et le voilà, c'est super suspense, intéressant. sur la Lune, voilà. Mais il savait d'avance qu'en fait, la fin, il y aurait aucun retournement de situation, donc du coup, pourquoi le traiter voilà. Et peut-être que même lui en parlait comme ça, Neil Armstrong. Peut-être que tout était super dur avant. Et qu'en fait, le voyage à la Lune, c'était le truc le plus easy. Ouais. Donc finalement, voilà, merci les gars. Océane, sur la forme, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, là-dessus ? Je sais pas, mais j'ai remarqué une certaine systématique. Par exemple, dans les espaces intérieurs, il y avait souvent ces plans larges où on voyait, je pense à la cuisine, par exemple, qui faisait très... Hopper, le peintre, que j'aimais beaucoup. Et après, tout à coup, ça passait à des gros plans. On était souvent plans larges, un personnage un peu caché dans une chambre. Après, paf, on est plus proche. Sur le visage, ouais. Ouais, et puis ça faisait un peu toujours cette même rythmique. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je trouvais ça assez esthétique, assez beau. Moi, ça m'a pas plus dérangé que toi. Même dans le vaisseau, justement, cette découpe un peu... Mais non, parce que pour moi, ça faisait partie de l'expérience. C'était vraiment sensoriel. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. Mais je peux comprendre qu'on soit sensible à ça. Et puis, puisqu'on parle d'immersion, un dernier petit mot quand même sur la musique. Justin Hurwitz, puisque c'est son nom, qui avait signé la musique de Whiplash et la musique de La La Land, qui est un pote, en fait, de Chazelle depuis... pote d'enfance, c'est ça. Et donc, du coup, il y avait cette alchimie entre les deux qui fonctionnait hyper bien dans Whiplash et La La Land. Qu'est-ce que vous avez pensé, là, de cette musique de Justin Hurwitz dans ce contexte biopic, historique, et puis conquête spatiale aussi? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de spécial là-dessus? Il y avait beaucoup de morceaux de harpe, alors j'étais très contente, parce que c'est pas un instrument qu'on entend souvent.
Et je trouve que ça ajoutait une sorte de féerie qui tombait très bien, et une sorte de douceur. Et après, on passait à quelque chose de beaucoup plus massif et de beaucoup plus blockbuster pour le coup. Mais moi, je trouvais que les deux s'assemblaient bien. Et non, moi, j'ai bien aimé l'univers musical, en tout cas. Moi, j'ai quand même trouvé qu'il évitait de... Même s'il va vers cette musique un peu massive vers la fin, qu'il évite de tomber dans le Hans Zimmer, en fait. Et ça, j'ai été assez content parce que... Dans le trop spectaculaire, en fait, c'est ça? Interstellar, merci, quoi. Non, ça soutient vraiment les images mais ça prend pas la spectaculaires. place. À part quand ils arrivent sur la Lune, où il y a un très beau morceau. Je crois que c'est le seul que j'ai vraiment retenu comme ça. Oui, c'est vrai, je me suis aussi dit, waouh. Avec ce grand plan large sur la Lune, je trouvais ça tellement beau. C'est le morceau qu'il écoute avec sa femme, non? C'est pas non, ça? Pas du tout non, ça. non, ça. C'est vraiment. Ah non, arrête. Mais c'est une super idée, ça. Non, oui. mais non. C'était pas les moments d'émotion. Pour le contexte, en fait, c'est donc Neil Armstrong amène dans l'espace pour la conquête de la Lune, emmène un morceau qui lui fait penser à sa femme. Encore une fois, c'est un truc. En fait, tu veux le montrer en tant qu'humain ou pas? Enfin, tu vois, tu passes tout ton film à le déshumaniser, puis à un moment, tu passes un petit morceau, comme quoi il serait peut-être humain. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça. Voilà. Mais non, la musique était bien. D'accord. Vraiment, et j'ai trouvé intéressant de ne pas retrouver toujours les mêmes instruments non plus. Ouais. Parce que souvent, c'est du gros violon à péter, et puis des tambours et tout le bordel. Je ne connaissais absolument pas le nom des différents, mais j'ai bien ressenti que peut-être qu'il y avait sûrement de la harpe ou d'autres trucs, mais enfin, voilà. Bon, Bien. First Man, un bon film quand même. Finalement. Quand même. non mais parce que c'est vrai que on peut avoir l'impression, là ça fait une demi-heure qu'on en cause, on peut avoir peut-être l'impression au bout d'un moment qu'on a pointé pas mal de petits défauts du film, on a pointé aussi beaucoup de qualités, mais il faut le dire, c'est vrai que par rapport à tous les films qu'on voit, c'est au-dessus du lot, et on vous conseille d'aller voir First Man, donc de Damien Chazelle, il sort en salle le 17 octobre. Voilà, vous pourrez aller vous faire votre propre avis et puis nous dire bien sûr ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux du Saloon. Merci beaucoup d'avoir discuté de ce film avec nous, Océane. À très bientôt. Mais à bientôt. Et puis au plaisir, Florian aussi. Oui, à bientôt. Salut Florian. Salut. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées, SoundCloud, Apple Podcasts, YouTube, Facebook vidéo même. Oui, on est là-dessus. Voilà, vous nous écoutez où vous voulez. Et puis vous nous retrouvez très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.